Alors bonjour, bienvenue. Je suis Marie Allopé, je suis manager au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Abilone, qui a été créé il y a 3 ans par le groupe Veolia. Nous avons en fait une offre essentiellement auprès des territoires que nous accompagnons pour définir et mettre en œuvre avec eux leur stratégie de transformation numérique, avec comme objectif de leur permettre de trouver des solutions concrètes et durables et qui répondent à leurs enjeux spécifiques à leur territoire. Donc ça, c'est pour la petite introduction. Et nous allons aujourd'hui, pendant cette petite demi-heure devant nous, parler du numérique comme facilitateur de la démocratie. Donc pour ça, on a la chance d'avoir avec nous 2 sociétés qui vont pouvoir illustrer le propos. Donc Sétur, représenté ici par Gwenaëlle, et QSIT, représenté ici par Marie. Voilà, donc je vais... Donc Sétur, en fait, c'est une société qui a été créée en 90. Gwenaëlle, vous en êtes la dirigeante aujourd'hui. Vous avez maintenant une 20aine de salariés, vous êtes basé à Rennes. Et donc QSIT, représenté ici par Marie. Marie, vous êtes VP Sales and Customer Success. C'est une société qui a été fondée en 2014, qui compte aujourd'hui plus d'une 20aine de salariés aussi et qui est basée à Bordeaux. Donc avant d'aller un peu débattre et échanger autour de ce sujet qui est le facilitateur, que le numérique est un facilitateur de la démocratie, je voulais juste introduire un petit peu le propos en disant qu'effectivement, aujourd'hui, on voit foisonner tout un tas d'outils et de solutions numériques autour de la participation citoyenne, comment inclure mes citoyens dans la co-construction de la ville intelligente. Et finalement, on peut penser que tous ces outils, beaucoup numériques aujourd'hui, facilitent l'exercice de la démocratie des citoyens. Faciliter son exercice de la démocratie, ça veut dire que j'ai, moi, citoyen, plus facilement accès aux décisions qui sont prises par la collectivité, décisions publiques, etc. Ils peuvent participer au débat, ils deviennent du coup acteurs, ils deviennent actifs dans les décisions qui peuvent être prises par la collectivité. Et du coup, ça permet surtout aux citoyens d'exprimer son point de vue et de donner son avis, parce que le citoyen, il a quand même ce besoin d'être totalement impliqué dans la vie de sa collectivité. Ce qui fait qu'avec ce type d'outils et de système en place, on peut penser quand même que l'on met le citoyen au même niveau que la collectivité, en ce sens que le citoyen peut aussi bien émettre des messages que le recevoir. Entre guillemets, le citoyen peut signaler des choses à sa collectivité au même titre qu'il est en capacité d'intégrer une information que lui descend sa collectivité. Alors du coup, ce qui était intéressant aujourd'hui avec QSIT et Sétur, c'est d'échanger autour de ce sujet et de voir comment concrètement on peut ou pas trouver que les outils numériques à disposition facilitent cet exercice de la démocratie. Donc en premier lieu, je vais demander peut-être à Gwenaëlle de présenter Sétur, de présenter la solution qu'il développe, et puis ensuite Marie vous parlera de QSIT. Voilà, merci. Donc effectivement, je représente une équipe basée à Rennes qui s'appelle Sétur, qui a quelques années d'ancienneté. En fait, on est bureau d'études, on accompagne des entreprises, on va dire plutôt privées, type aménageurs, lotisseurs, ou des collectivités qui en fait créent des projets urbains et créent des quartiers urbains. Donc ce métier-là, on y a travaillé pendant une 30aine d'années et on a participé au Grenelle de l'environnement en 1997. Et donc là, il y a eu une vraie, on va dire, prise de conscience de la notion d'écoquartier. Et sous-tendu derrière, la notion aussi d'évaluation. Donc notre outil est dans cette logique à la fois de simulation et d'évaluation pour que l'usager, précisément, qui est au cœur du processus, ne soit pas considéré comme un administré, on va dire au sens subi, mais vraiment quelqu'un qui est acteur de sa ville, exactement comme vous l'avez exprimé tout à l'heure. Et donc ça a été quand même une révélation, parce que c'est le Grenelle qui a fait un peu la bascule, on va dire il y avait avant et après, et donc c'était... Monsieur Borloo qui avait donc lancé cette dynamique. Donc, quand on dit évaluation, donc on cherche des indicateurs pour pouvoir comparer. Donc, notre outil permet effectivement de faire aussi un benchmark territorial. Donc, soit on travaille à une toute petite échelle,
soit carrément on zoome arrière et on a carrément toute une ville, toute une agglomération. Donc l'outil peut être très variable dans son analyse périmétrale. Et ce qu'on va retrouver dans ce périmètre, donc c'est toutes les données que la ville produit. Donc ce sont des données brutes que l'on récupère par ceux qui les produisent, c'est-à-dire des données sur la gestion des déchets, sur la gestion de l'eau, la gestion de la biodiversité, tout ce qui est énergie-climat, tout ce qui est mobilité et déplacement et les aspects sociétaux. Donc ces 6 thématiques gouvernent à peu près une 60aine d'indicateurs qui sont tous quantifiables. Parce qu'au départ, quand on avait travaillé là-dessus, on avait également des indicateurs qualitatifs, mais comme vous le savez, les algorithmes aiment le quantitatif. Donc on a développé cet algorithme-là qui a été lancé sur Rennes et sur Rennes Métropole, un quartier qui fait à peu près 70 000 habitants. Donc l'objectif, c'était voilà, que ce quartier progresse et que l'on voit aussi comment, parce que la ville se fabrique avec du temps. Donc on peut recueillir l'avis de quelqu'un et puis son avis peut évoluer l'année suivante et 3 ans après et 5 ans après. Et parce qu'en fait la ville se construit en étant avec beaucoup de patience. Donc notre outil permet aussi de créer la gestion de cette temporalité et de faire des flashbacks en disant bah oui à cette époque-ci vous aviez ce point de vue-là, mais aujourd'hui les choses ont évolué. Donc et pour cela, il faut donner aussi aux élus la possibilité de se rendre compte aussi des décisions qu'ils prennent et quels effets ils produisent en fait sur la ville. Parce que parfois, ils prennent des décisions, mais ils ne se rendent pas compte des impacts. Donc l'outil permet précisément d'être dans cette logique d'anticipation et d'analyse en fait des effets produits, des impacts, pour voir si, même fois, si ça s'améliore ou au contraire si ça se détériore. Donc on peut considérer que c'est comme une analyse de scénario qui permet de faire les bons choix. Okay. Donc voilà, je peux revenir sur plus de détails tout à l'heure. Voilà. En résumé, on dit que c'est un avatar en fait, ou dans le jargon du numérique, c'est un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on reproduit la ville en miniature et on lui donne un accès immédiat. Alors, on parle de Smart City, peut-être que certains vont se poser la question en disant « Ah oui, mais quand on aura tous nos bâtiments connectés, cette donnée qui va arriver extrêmement dite chaude parce qu'elle va, entre guillemets, être active en permanence. » Donc l'algorithme, là, on est en train de préparer la génération numéro 2 qui va du coup absorber cette donnée hyper chaude parce qu'elle sera du coup pratiquement produite parfois à la seconde. Donc forcément, il faut avoir un outil très puissant. Voilà. Et un dernier point aussi qui pourra peut-être revenir dans les questions, c'est qu'on est couplé à la gestion de la data aussi foncière qui vient d'être libérée, qui permet aussi d'avoir accès à cette logique de faisabilité, certes, scénario, mais aussi conséquences sur le foncier. Voilà, mais avis aux amateurs et aux spécialistes pour les questions tout à l'heure. Merci Gwenaëlle. Je laisse la parole à Marie qui va vous parler du coup de QCIT. Alors bonjour à tous. Donc nous, vous m'entendez ou pas du tout? Oui, ok. Donc nous on est à QCIT. Donc QCIT ça veut dire Quantified Cities. On est bordelais et on a commencé il y a 5 ans. On n'avait pas du tout la vision citoyenne de la Smart City. Donc on était à faire des villes agréables, efficaces et durables, mais on travaillait beaucoup sur l'efficacité. Donc on essayait, on a une spécialité vraiment à être dans des modèles prédictifs de machine learning. Donc on fournissait des logiciels à différents services de la collectivité, plutôt la mobilité par exemple. On prédisait la demande de vélos, on optimisait le réassort, etc. Et il y a un peu plus d'1 an, on a fait un peu ce virage à se dire, en fait, la ville, c'est quand même le citoyen. Donc comment on peut le prendre en compte un peu plus que d'organiser son quotidien. Du coup, alors, ce qu'on fait maintenant, c'est d'essayer de prendre l'humain comme un capteur pour essayer de comprendre comment fonctionne la ville. On travaille avec soit les collectivités, soit les opérateurs de services urbains, et on leur fournit un outil qui consiste en un diagnostic de leur territoire ou un outil d'évaluation, mais basé sur la perception des personnes. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est assez compliqué de collecter de la donnée sur la personne et d'avoir des échantillons représentatifs assez intéressants pour pouvoir travailler. Souvent, quand vous allez dans
je ne sais pas si ça vous arrive dans des concertations, il y a souvent le même type de personnes. Donc c'est un peu compliqué d'avoir vraiment des insights qui soient intéressants pour faire de l'aménagement pour tous, vraiment de faire de l'inclusion de chacun. Et donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à collecter de la donnée, mais pas aller chercher de la donnée sur Facebook, parce que bon, c'est la vie de chacun. On ne voulait pas faire Cambridge Analytica, je ne sais pas comment on dit. Donc on a réfléchi et on a décidé de faire des sondages dans la rue. Donc ça paraît simple, mais c'est des campagnes qui durent environ une semaine. Donc on se met d'accord avec la collectivité, avec l'aménageur ou avec, par exemple, un opérateur de services urbains sur les questions qu'on va poser. Et on est d'accord avec vous, c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué de faire un algorithme qualitatif. Donc nous, on a quantifié nos questions. Donc on va dire à l'endroit où vous êtes, sur une échelle de 1 à 4, quelle est votre perception de la propreté? Est-ce que vous vous trouvez en sécurité? Donc les personnes vont dire 1, 2, 3 ou 4. 1 étant le moins, 4 étant le plus. Ensuite, on pose des questions sur la personne en elle-même. Donc êtes-vous un homme, une femme? Par exemple, il y a des collectivités qui veulent travailler sur l'insécurité des femmes plus que sur l'insécurité des hommes, typiquement. Et ensuite, on a quand même des questions qualitatives, parce que c'était demandé, nous on ne voulait pas le faire au début, mais c'était demandé par les collectivités. Donc par exemple, citer 3 mots qui pourraient améliorer l'endroit où vous êtes. En gros, donc, on va aller interviewer des gens comme ça. On travaille avec des équipes de sondeurs qui vont sur le terrain, qui pendant une semaine vont aller collecter de la donnée. Pourquoi est-ce qu'on va prendre une semaine aussi? C'est pour avoir différents contextes. Par exemple, le matin, c'est pas pareil que le soir, on n'a pas la même perception. Le week-end, on n'a pas les mêmes usages, etc. Après, on a gardé la même techno qu'on avait sur nos modèles de prédiction de demande de vélo. On fait ce qu'on appelle du contextuel. C'est-à-dire qu'on va collecter un score, mais on va surtout essayer de regarder avec les autres données qui sont disponibles, qu'est-ce qui se passait quand la personne a été sondée. À quelle distance elle était d'une route? Ça peut faire varier son stress. Est-ce qu'il faisait beau? Est-ce qu'il faisait pas beau? Quel jour on était? Etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la modélisation contextuelle. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez des points de sondage et on va entraîner des modèles de machine learning à essayer de comprendre quelles sont les variables qui impactent les personnes qui répondent. Donc, en gros, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Donc là, il apprend le contexte, on va dire. Il apprend sur un point, c'est son point de calibrage. Et du coup, on va avoir ce qu'on appelle de l'extrapolation dans l'espace. Donc on n'a plus besoin d'un énorme amont de sondage pour avoir des cartographies intéressantes du territoire, parce que le modèle va combler les trous. Là où il n'y a pas eu de sondage, il va être capable de dire le contexte est similaire, donc une personne de ce type, elle répondrait à peu près ça, typiquement. Donc grâce à ça, en fait, on arrive à un outil de consultation numérique qui est facile à mettre en place pour la collectivité et qui permet des échanges avec les citoyens également. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. Ouais. Okay. Merci Marie. Alors effectivement, on voit que ce sont quand même des solutions basées sur pas mal de données et d'analyse de données. Et là, on se pose quand même la question de la participation du citoyen finalement et de la concertation qu'on peut avoir aussi avec le citoyen et le dialogue qu'on instaure. Comment est-ce que vos solutions, comment est-ce que vous percevez en fait que vos solutions permettent aussi de faire participer le citoyen et qu'il soit proprement acteur? Oui, volontiers pour cette question. Effectivement, c'est un point important. Dans toutes les autorisations d'urbanisme, il y a la phase enquête publique. Donc, c'est cette phase en fait qu'on appelle concertation élargie. Donc, c'est une étape fondamentale. Bien souvent, les gens ont l'impression en fait que c'est couru d'avance, que le projet est déjà entre guillemets cadré. Et donc, ce qu'on souhaite apporter comme libération, si je puis dire, un peu de la parole, c'est que c'est possible de dire les choses sans avoir peur de les dire, en fait. Donc, pour pouvoir se libérer de ça, parce que souvent, les collectivités craignent parfois de cette phase de concertation. Donc, le but, c'est d'être vraiment sur une notion d'accompagnement. Enfin, c'est ce que vous voyez ici. Donc, on essaye, voilà, parce que les gens dans les administrations sont de générations différentes. Et donc, voilà, tout le monde n'est pas très à l'aise dans cette phase-là. Donc, on est vraiment dans cette notion d'accompagnement.
et de, on va dire, pré-mastication, si je puis dire, de cette transition, de donner la parole à l'usager pour recueillir en fait son avis, recueillir aussi son implication dans le quartier, c'est-à-dire que l'usage du quartier, ma foi, c'est lui qui l'aura demain. Donc on conçoit quand même des projets pour eux et pas pour des administrés qu'on ne connaît pas. Donc en fait, on essaie aussi de les rendre proches en fait d'un quartier où ils aimeraient vivre, où ils aimeraient que leurs enfants viennent vivre. Donc cette logique d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous est très importante parce qu'elle permet aussi de démystifier cette phase et de la rendre plus souple et du coup très collaborative et co-constructive. Donc l'outil numérique permet aussi de cette facilitation. Parfois, certains font on va dire, ne sont pas juges de paix, mais plutôt un peu, on va dire, voilà, ils provoquent, ils sont dans la remise en question. Donc, en fait, l'outil numérique s'appuie sur la donnée réelle, la donnée vécue, c'est-à-dire celle qui est traversée par les espaces publics. Donc, elle n'est pas contestable. Donc, ça permet on va dire, d'évacuer ce côté revendication, de dire, ah oui, mais vous nous dites des choses qui ne sont pas vraies. Donc, ça, on va dire, apaise les débats et c'est beaucoup plus constructif. Donc, je ne sais pas ce que vous ressentez, vous, dans vos échanges, mais nous, dans le concret de l'urbanisation, c'est ça. Oui, nous c'est un peu ça aussi. Je pense qu'il y a un côté assez anonymisé, en fait, de l'enquête. Ensuite, bon, nous, ça dépend, mais parfois, on peut passer une demi-heure sans faire exprès, parce que nous, on a envie d'aller vite pour collecter de la donnée. Mais comme ça, le citoyen peut discuter, il a besoin d'exprimer un peu sa ville et on sent qu'ils ont besoin de temps en temps d'avoir les collectivités qui essayent de prendre en tout cas ces remontées d'informations. Après, je pense qu'il y a aussi un sujet, c'est il faut ensuite qu'il y ait des actions qui soient mises en place parce que sinon ils peuvent se sentir très très frustrés aussi. Donc il y a ce biais aussi qui peut arriver, quoi. Effectivement, le citoyen, on voit bien dans tout ce qui peut émerger aussi de ces problématiques autour de la Smart City ou de la co-construction, c'est que si c'est pas suivi d'effets ou d'actions tangibles, avec sans doute un calendrier ou en tout cas un effet d'annonce aussi donné par la collectivité et que ce soit derrière suivi d'effets, on crée un sentiment de frustration et qui est sans doute pas non plus très bon pour la collectivité et l'image. Alors c'est vrai qu'on a parlé pas mal là des données, de l'analyse des citoyens, mais les agents aussi des collectivités, les collectivités en elles-mêmes, comment est-ce qu'elles arrivent à s'approprier ce genre d'outils? Est-ce elles le plébiscitent plutôt ou est-ce que c'est plutôt difficile à intégrer? Oui, ça c'est une super question, une excellente question. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a deux types de populations. On a les gens qui sont les pros du numérique, qui sont rattachés au service qu'ils appellent SI, service d'information et informatique. Et donc, eux, ils sont, on va dire, heureux. Enfin, là, comme on dit, ils nagent dedans. Par contre, les autres, parfois, ont une certaine appréhension en disant, bah oui, mais c'est pas pour nous, c'est bon à la maison. Ah oui, mais vous avez quand même une tablette, un téléphone, oui, bien sûr, une télé, bah oui, on fait ça à la maison. Oui, mais dans le travail, c'est pas pareil. Et donc, il y a une petite hésitation, voire même, parfois, pour certains, carrément dire non, c'est la génération suivante qui verra ça. On peut rencontrer ça, d'où l'importance aussi pour nous de cet accompagnement, parce que dans notre cas de remontée de données, pour eux, c'est un coût de temps énorme. C'est-à-dire que sur un projet, ils passent minimum 1 mois à fouiner et chercher toute la donnée qui a disparu, qui est perdue, qui est dans des placards et qui n'est pas accessible. Donc, du coup, on leur ouvre un champ des possibles en leur disant bah, vous allez économiser ce temps-là pour faire des choses que vous aimez mieux faire, en fait. Donc, on les débarrasse de tâches qui sont plutôt pas valorisantes par du temps qui leur permettrait de faire des choses bien plus intéressantes. Et là, ça change tout. Voilà. Et alors que parfois, certains, entre guillemets, plient en disant bah oui, mais si c'est pour perdre mon boulot, c'est pas la peine. Enfin, je suis un peu directe, mais voilà, c'est une réalité et qu'il faut pas sous-estimer et pour lequel il faut rassurer en disant non, le numérique n'est pas là pour remplacer l'homme, le numérique est là pour l'aider à faire mieux. En tout cas, au niveau de la ville, c'est flagrant. Oui, c'est vrai que c'est un échange qu'on avait aussi ce matin sur une autre thématique, mais en lien. C'est vrai que le numérique ne vient pas se substituer
a, l'agent reste quand même le premier capteur de l'avis du citoyen, de son ressenti, mais l'outil numérique est plutôt à voir comme un outil complémentaire. Et côté QCITS, appropriation des collectivités, en fait, nous, on a vu un changement en 4 ans. Déjà, il y a eu beaucoup plus de compétences au sein des collectivités qui peuvent commencer à traiter des outils numériques, ce qui était un peu moins le cas avant. Après, au niveau d'appropriation, donc, moi, c'est mon ressenti, mais je pense que pour l'instant, on est sur des cycles dans l'aménagement qui sont très longs. Nous, on fait des choses assez courtes, finalement. Et donc, justement, il y a aussi un changement à faire au niveau des métiers, de voir comment ils peuvent s'approprier ça pour... qu'il y a une vraie action derrière, finalement. Et on a fait une conférence la semaine dernière avec Versailles Grand Parc, avec qui on a travaillé, et qui disait justement, on est content d'avoir eu tout ça, mais pour l'instant, on ne sait pas encore comment le mettre en route, quoi, finalement. Ouais. C'est un peu ce sujet-là, quoi. Ouais. Et là, ce qui serait l'idéal, ce serait qu'on récupère vos données et qu'on les mouline dans le nôtre. Si on peut en plus créer des synergies. Ok, très bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions peut-être dans la salle ou des réactions? Je crois qu'il nous reste 2 minutes. Non. Bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés et nous donner surtout des cas d'usage concrets. On se tient à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions. Et puis, vous pourrez trouver de l'information sur ces tours. Voilà. Le petit flyer, vous pouvez aller consulter et compulser. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous.